Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allô la Martingale. Bienvenue dans la libre antenne de votre argent. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur la ligne WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un peu partout sur les réseaux de la Martingale. Ou alors vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici. Questions, objectifs, situation, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous répondre. Ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Au menu du jour, ça y est, on a un nouveau pape. Mais peut-il avoir un impact sur les marchés financiers ? Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé ? C'est une des questions qu'on a reçues. Sinon, les droits de douane, je cite, « J'ai l'impression que ça se calme. Est-ce le moment de revenir sur la bourse ? Si oui, où ?» Des questions aussi sur l'IA, sur la tech, bulle ou pas bulle. Et puis Nvidia, on en pense quoi ? Beaucoup de questions sur cette valeur. La Chine, est-ce qu'il faut y aller ? Est-ce que ce sera la performance boursière de demain ? Et puis sinon en France, on va parler un petit peu de la France. On en pense quoi de notre CAC 40 national ? Est-ce un bon investissement aujourd'hui ? Continuez à nous écrire. Comme à chaque fois, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Et là, c'est du très très haut niveau. On a la chance d'avoir deux stars de la finance aujourd'hui. Il a commencé comme consultant en management et stratégie. Il a connu la crise de 2008. Il était alors banquier privé au Luxembourg. Comment je suis jeune. Voilà, c'est ça. Et finalement, il est aujourd'hui stratégiste à Paris. Et justement, de la stratégie, on en a grandement besoin aujourd'hui. Sa devise sur les marchés, c'est comme dans la vie. Le monde se divise entre les pessimistes et les optimistes. Les pessimistes font de l'audience et les optimistes font de l'argent. J'espère qu'on fera les deux aujourd'hui. Wilfried Galland, bonjour Wilfried. Bonjour Amaury. Directeur stratégique et directeur général adjoint de Montpensier. Arbevel est avec nous. Il a été 2 fois premier prix du conservatoire du 13e arrondissement de Paris en violon. À 23 ans, il fait Saigon-Paris en 1 an sans prendre l'avion. Pendant ses études, il travaillait déjà à la bourse au Palais Brongniart. Il a même été, tenez-vous bien, propriétaire d'un bar à Hong Kong dans lequel il gérait la musique. J'espère que ce générique lui convient, on lui demandera son avis juste après. Il ne lui reste qu'une chose à accomplir, participer à un épisode d'Allô la Martingale. Alors c'est un grand jour. Louis de Montalembert est avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Gérant senior chez Sony Asset Management et tu gères aussi le fonds Sam Cloud Revolution. Tout à fait. C'est bien ça, voilà. Ouais. Qui est chez Sony Asset Management ? Tout à fait. D'accord, ok. Bon, on en parlera tout à l'heure. Bonjour Wilfried, bonjour Louis. Je suis ravi d'être avec vous. Ravi aussi. Les auditeurs ont de la chance de vous avoir. On a reçu plein de questions. Et il y a beaucoup de choses à dire. Toutes les semaines, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que sur les marchés en ce moment, depuis quelques semaines, ça tangue particulièrement, notamment avec notre ami Donald Trump. Pour faire simple, je propose qu'on écoute tout de suite le premier vocal qu'on a reçu. C'est Mathéo qui nous a envoyé un message, on va l'écouter tout de suite. Hello Amaury, salut à toute l'équipe de Allô la Martingale. J'espère que vous allez bien. Merci pour toutes ces émissions. Moi, j'avais une petite question. En fait, ça fait un petit moment que je souhaite investir en bourse, mais en fait, avec la panique créée par les droits de douane, j'ai un peu temporisé, j'ai attendu. Et là, maintenant, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est le bon moment pour revenir sur le marché des actions ? Voilà, c'est un peu ma question. Sinon, quelles peuvent être mes alternatives en quelque sorte ? Et d'ailleurs, je me demandais, le monde entier parle du pape, du nouveau pape qui a été élu. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les marchés financiers ? Parce qu'on se rend compte que en fait, c'est quand même un homme très très important et tout ça sur plein d'enjeux. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact sur le marché, la macroéconomie, etc. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup Mathéo pour ton message. Beaucoup de questions dans la question. La première, c'est que Mathéo se pose et que beaucoup de gens se posent. Est-ce que c'est le moment d'entrer en bourse ou tout simplement de re-rentrer dans la bourse ? Voilà, pour mettre un petit peu de contexte pour ceux qui ne seraient pas trop dans les marchés financiers. On a eu des très belles performances de la bourse américaine ces derniers mois parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une sorte de Trump trade, c'est-à-dire que voilà, l'arrivée de Donald Trump a excité, a fait plaisir à beaucoup d'investisseurs. Et puis finalement, à sa venue, à sa mise en place, il a décidé de mettre des droits de douane extrêmement forts qui ont fait peur à beaucoup de gens. Donc les marchés américains ont beaucoup baissé. Les marchés mondiaux, globalement aussi, mais surtout les marchés américains. Mais en même temps, il faut dire qu'ils avaient plus monté que les autres. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est même globalement sur la bourse en général, sur les marchés financiers, sur les titres, sur les actions. On parlera peut-être de d'autres classes d'actifs après, mais sur les actions, est-ce que c'est le moment de revenir sur les marchés ? En gros, est-ce que la baisse est terminée ? Voilà, je ne sais pas qui veut commencer à parler de ça. Moi, il y a un axiome de Warren Buffett que je trouve très utile pour réfléchir à ce genre de questions. C'est il faut savoir avoir peur quand tout le monde est avide et être avide quand tout le monde a peur.
Et ça, c'est une bonne boussole parce que, en fait, le problème des marchés, c'est qu'on est entraîné avec nos propres sentiments. Et c'est un peu ce que Matteo dit dans son message, c'est « Oh là là, il y a beaucoup de choses qui bougent, les droits de douane, c'est terrifiant. » Et finalement, c'était dans ce moment-là qu'il fallait songer le plus à investir. Et pourtant, c'est dans ce moment-là que notre psyché nous interdit le plus de prendre des décisions. Et il faut s'en souvenir parce que c'est un moment, en fait, ce type de moment où tout le monde a peur, en fait, on n'en rencontre pas tant que ça dans sa carrière, ou tout au moins pas tant que ça dans un cycle boursier, et qu'en réalité, c'est les meilleurs moments pour investir. Alors, il faut avoir souvent un peu de courage, mais surtout réfléchir rationnellement sur dans quoi j'investis, quel est le prix de la chose et la qualité de la chose. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut prendre une décision. Maintenant, bon, on est sorti, on s'est extrait de ce moment d'extrême peur, mais je pourrais presque dire que mi-février, quand tout le monde faisait le Trump trade, il y avait une logique inverse. C'était le moment de vendre, c'est ça ? C'était probablement le moment de vendre. Est-ce que j'ai vendu à ce moment-là ? Moi, ma réponse est partiellement, parce qu'en fait, il ne faut jamais faire des mouvements soudains, parce que en fait, on ne va jamais trouver le bas de marché, jamais trouver le haut de marché. Donc, c'est plutôt une approche qui me paraît devoir être graduée. Moi, je crois, comme tu le sais, dans les actions. Sur longue période, c'est toujours les actions qui raflent la mise. En fait, quand on est investisseur à long terme, on oublie la volatilité des marchés et on investit à long terme. Et donc, si on est sur une logique de long terme, on n'est pas sur tout sur le rouge à un instant et tout sur le noir à un autre. On est sur des approches qui sont graduées. Donc, aujourd'hui, c'est moins favorable qu'hier. Ce que j'entends par hier, mi-avril, on va dire, puisque ça a beaucoup remonté. Et après, c'est une affaire de sélectivité. En fait, la bourse n'est pas un casino dans lequel on met de l'argent à un moment ou l'autre. C'est comment est-ce qu'on sélectionne les endroits dans lesquels on est investi. Alors ça, pour la sélection, de savoir dans quelles entreprises on va, dans quelle zone géographique on va, dans quel secteur on va en parler un petit peu plus tard. Là, c'est plus sur le timing de la bourse. Bon, en tout cas, le premier conseil que tu me donnes, en gros, c'est de faire un DCA à l'achat, un dollar cost averaging, c'est-à-dire lisser ses points d'entrée, lisser ses points de sortie. Quand on ne connaît pas l'objet, à ce moment-là, il ne faut pas prendre de risques et rentrer progressivement. Absolument. Wilfried, en gros, ce que nous a dit Louis, c'est que bon, finalement, pour Louis, le bon moment d'acheter, c'était vraiment un peu le moment de la panique, etc. Bon, même si ça a remonté, la question, c'est selon toi, et encore une fois, personne n'a le bout de cristal autour de la table, mais par rapport un peu à tous les faisceaux d'indices qu'on a et à ton expérience, tu as connu la crise de 2008, on le rappelle. Est-ce que selon celle de 2000 aussi un peu. Ouais. Est-ce que là, est-ce qu'on a atteint le point bas ? Voilà, c'est ça la question se pose, Matteo. Je pense que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a atteint un point bas, ça c'est clair. La panique, la panique liée aux tarifs est probablement derrière nous. Maintenant, on a beaucoup d'incertitudes qui sont loin d'être levées. On a une espèce de cessez-le-feu pour 90 jours. Trump est dans une logique un peu 2 pas en avant sur les tarifs, 1 pas en arrière, mais on ne revient pas à la situation précédente. Et on aura de toute manière des impacts sur les marchés des entreprises. On est en train de faire remonter les coûts de l'économie mondiale en mettant ces droits de douane qui ne sont jamais que des impôts supplémentaires. Enfin, il faut bien comprendre que les droits de douane, quand on les met, ça veut dire qu'on fait monter le taux de prélèvement obligatoire sur l'économie qui d'abord les impose et globalement sur l'économie mondiale. Donc, c'est pas très positif. Néanmoins, on est encore loin des plus hauts. Donc, ça veut dire qu'on a effectivement un petit discount aujourd'hui. Je rappelle effectivement ce que tu as dit en introduction, une de mes devises qui est que sur les marchés, le monde se divise en 2 catégories, les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes font de l'audience, les optimistes font de l'argent. Je disais ça parce qu'il y a toujours des risques sur les marchés. On n'est jamais dans une situation où on est extrêmement serein. Probablement, comme le disait Louis, les meilleurs investissements, dans mon expérience, sont les investissements qu'on fait souvent la peur au ventre. Quand on fait un investissement en disant « de toute façon, là, c'est sûr, je vais gagner », c'est rarement le cas. C'est rarement le cas, ou en tout cas, rarement dans les proportions qu'on imagine. Et donc, effectivement, il faut avoir de la confiance, à la fois dans ce sur quoi on investit, et je terminerai par là, de la certitude sur qui on est. Je pense que dans les moments de grande volatilité, il faut se poser la question sur qu'est-ce que moi j'aime en tant qu'investisseur, donc qu'est-ce qui me ressemble en termes de placement,
pour ne pas que je prenne les mauvaises décisions au mauvais moment, et quelle est la perte maximale que je suis prêt à prendre si jamais on est dans une situation qui se déclenche parfois sur les marchés tous les 15-20 ans, dans une situation où les marchés perdent 50% d'un seul coup. Est-ce que, même si les marchés perdent 50%, globalement dans mon patrimoine, sur ce que j'ai investi, je suis encore confortable, et donc je ne vais pas vendre au pire moment. Je ne vais pas paniquer au moment où tout le monde est en train de paniquer. Et donc ça, dans les moments de volatilité, il faut vraiment bien se connaître et être sûr que pour appliquer cette belle stratégie qui est effectivement d'investir progressivement, il faut effectivement avoir la certitude que même si les choses ne se déroulent pas d'ici 1 an comme on le souhaite, parce qu'1 an c'est déjà long comme perspective pour un investisseur, on dit souvent on investit en long terme, quand les marchés sont baissiers pendant 1 an, moi j'ai connu ça, c'est long, 1 an, c'est très très long. Je rappelle que voilà, un marché, comme disait un proverbe à l'époque de la bourse de Londres, une valeur qui a perdu 90%, c'est une valeur qui a perdu 80%, puis qui a perdu 50% de sa valeur. Donc c'est très très long sur la fin. Donc il faut vraiment bien se connaître, et une fois qu'on a fait ça, effectivement, se dire qu'on choisit les belles valeurs, on choisit éventuellement des bons gérants, et puis on accompagne sur la durée en ayant conscience que sur la durée, effectivement, le placement action, c'est celui qui est le plus rentable, mais il faut avoir de la certitude à la fois dans le marché, dans ce qu'on est en train de faire, et sur soi-même. Et le travail sur soi-même, à mon avis, est un travail extrêmement important. Alors évidemment, pour revenir un petit peu, pour finir sur le timing, le meilleur timing, c'est maintenant, c'est d'investir régulièrement des petites sommes, de lisser ses points d'entrée et les points de sortie, comme l'a dit Louis tout à l'heure. Maintenant, là, effectivement, on pourrait penser que la grosse panique sur les droits de douane est passée, parce qu'on a eu beaucoup d'annonces très fortes d'un coup. Là, il commence à y avoir des deals un petit peu à droite à gauche. Ça devrait continuer parce que dans la réalité... C'est le taco trade. Voilà, c'est ça. Explique un peu ce que c'est ça, le taco trade. Alors, les milieux financiers adorent les acronymes. Et donc le dernier en date, c'est le taco trade. Le taco trade, c'est Trump always chickens out. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en français, Trump finit toujours par en fait se coucher dans les négociations et reculer. Et ça vient des sorties qui sont aménagées dans les parcs d'attractions américains au moment quand vous faites la file d'attente pour un grand 8 assez spectaculaire, où à un moment donné, vous avez des sorties pour vous permettre de dire finalement, c'est peut-être pas une bonne idée, je vais vomir tout mon petit déjeuner et tous mes donuts. Et donc les Américains appellent ça chicken exit. Donc en fait, avoir peur et voilà, un peu comme une poule mouillée. Et donc les derniers acronymes, c'est finalement, il faut jouer le fait que Trump, il va très fort au début, mais à la fin, face aux conséquences de ses décisions, il finit quand même toujours par avoir quand même quelques adultes dans la pièce pour lui dire mais est-ce que vous êtes sûr quand même, vous êtes en train de casser quand même beaucoup de choses, et il revient en arrière. Et donc c'est effectivement ce qu'on connaît aujourd'hui, en étant quand même conscient qu'on ne revient pas complètement en arrière et que Trump ne revient pas totalement en arrière, il reste quand même sur sa logique de droit de douane. Donc oui, effectivement, on a probablement des belles opportunités encore aujourd'hui à avoir, mais il faut être capable d'encaisser une volatilité qui restera là, et on n'a pas encore abordé un sujet important, qui est la relation entre les Américains et l'Union européenne. Pour l'instant, on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup du reste du monde, on a parlé du UK, on n'a pas parlé d'Europe et EU. On va y avoir droit. On va en parler, oui. Ouais, on va y avoir droit. On va en parler juste après. Louis, est-ce que c'est un des scénarios pour toi qui pourrait se passer, qu'effectivement que Trump finisse par se coucher et que finalement tout reparte beaucoup plus vite que prévu ? En fait, le problème, c'est que ça n'est pas le seul sujet. Il faut faire un petit zoom arrière et se souvenir où est-ce qu'on en était avant que Trump ne commence ses fariboles et son Liberation Day. En fait, on était dans un contexte de ce qu'on appelait un soft landing, ce qui est incroyablement rare en économie. Le dernier dont on se souvient, c'est 1995-1996. D'accord ? Normalement, dans les phases d'expansion, il y a des déséquilibres qui se créent, qui font derrière une phase de récession dans laquelle on nettoie les déséquilibres et on revient. Donc là, on était déjà dans quelque chose qui est rare. Enfin, on pensait en tout cas être dans quelque chose qui est rare, qui est certainement fragile parce qu'il y a des déséquilibres. Il faut se souvenir qu'on parlait à l'époque notamment du risque immobilier commercial aux États-Unis avec des encours de plus de 2100 milliards dans les banques régionales américaines qui financent le gros de l'économie américaine. Donc, il y avait des excès dans l'économie. On est en train de parler d'un soft landing qu'il faut imaginer comme un petit Cessna qui essaye d'atterrir dans des bourrasques. D'accord ? Il faut le voir comme ça. Donc Trump débarque... On voit l'habitude des jets privés quand même. Ouais. Je parlais d'un Cessna. Donc Trump débarque dans ce contexte-là
Et il faut savoir que l'économie, elle est faite d'anticipation. Et donc, même si on dit qu'il est chickens out et que derrière, finalement, on revient dans le meilleur des mondes tel qu'il était avant, ce qui n'est pas tout à fait le cas, comme l'a souligné Wilfried, eh ben, il a soufflé un vent d'anxiété qui va avoir un impact sur la consommation, qui va avoir un impact sur l'investissement des entreprises qui se sont dit pendant quelques mois quand même, où est-ce que j'installe mes investissements? Est-ce que je peux faire mes investissements? Est-ce que je recrute? Donc on n'a vu aucune hard data dans l'économie pour l'instant qui montre les effets de ce qui vient de se passer. Mais même si on revenait à l'état originel, ce qui s'est passé, la séquence qui s'est passée, va avoir un impact économique. D'accord ? Ça, il faut le garder à l'esprit. Donc, on parlait d'un marché américain qui était relativement cher avant cette séquence. Là, on a fait une remontée qui est quand même assez spectaculaire. Et on n'a pas encore les effets de ce que Trump a fait dans la macroéconomie. Donc voilà, moi, j'inciterai à la prudence. Après, je fais partie des gens qui pensent que la macro n'est pas opérante pour prendre des décisions d'investissement parce que finalement, ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. On peut arguer avec des très bons arguments que le dollar va aller à 1 pour 1 avec l'euro ou qu'il va aller à 2 pour 1 parce que ce sont des forces gigantesques et ça joue à la marge. Donc, par conséquent, une fois que j'ai fait tout mon dégagement sur il y a des risques économiques, je reste sur l'idée que par conséquent, il faut investir de manière séquencée. Bon, pour répondre à la question de Matteo qui s'est demandé s'il retournait en bourse maintenant, bon alors, le problème c'est que... Faut sur toujours quelle y bourse être. en fait? Faut toujours y être. Et sur quelle bourse? Mais là, si on parle, pour finir un petit peu une séquence, et moi j'ai une question après sur les États-Unis, c'est là finalement, tu es en train de dire, bon, les dégâts sont pas encore... arriver, les dégâts réels sur l'économie américaine, mais est-ce que finalement les marchés financiers ne sont pas toujours en décalage avec ce qui se passe? Il y a toujours une anticipation, c'est-à-dire que ça bouge dans un sens ou dans l'autre toujours plus vite que la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas toujours une déconnexion? Est-ce que finalement, même si l'économie va mal, il n'y a pas un certain Jérôme Powell qui pourrait intervenir, baisser les taux plus vite, plus fort que prévu, et qui pourrait faire repartir du coup les actifs risqués dont font partie les actions d'une manière générale, les actions, les cryptos, etc. Mais là, on parle de la bourse américaine. Est-ce que finalement, même si l'économie américaine va mal, il ne sera pas obligé, Jérôme Powell, à un moment, de dire, bon, bah, ok, je vais baisser les taux, et quoi qu'il arrive, les marchés seront sauvés, entre guillemets. Peut-être. Il ne faut jamais oublier que, là tu l'as souligné, Amaury, en creux, mais c'est tout à fait juste, les marchés ne sont pas et n'ont aucune vocation à être le baromètre de l'économie. Ce n'est pas leur rôle. Les marchés donnent simplement des prix, comme les marchands en bas de chez nous, en fait. Donc, ils donnent le prix du risque, ils donnent le prix du temps, et ils donnent des évaluations de valeurs futures par rapport, effectivement, à des indications qui leur sont données de l'extérieur, comme le prix de la monnaie, comme tu le soulignes sur le rôle des banquiers centraux. Et donc, les marchés se concentrent évidemment sur les produits qui sont disponibles, c'est-à-dire les actifs qui sont cotés. Et sur les marchés actions, les actions qui sont cotées ne reflètent pas l'économie de chacun des pays. C'est pour ça que parfois on dit je comprends pas, le CAC 40 se porte très bien, la France va mal. Mais le CAC 40 évidemment ne reflète absolument pas l'économie française. Et même si l'économie américaine est moins ouverte que l'économie européenne, les marchés américains ne reflètent pas, en tout cas pas totalement, l'économie américaine. Ils reflètent la capacité de création de valeur à l'intérieur de ces marchés, des sociétés qui sont cotées. Et c'est pour ça que très souvent, en fait, lorsqu'il n'y a pas de récession forte anticipée, lorsque les marchés perdent 15-20%, les marchés rebondissent après derrière en disant de toute manière, on y va, on est capable de recréer de la valeur, donc c'est le moment effectivement pour acheter. Et évidemment, comme tu le soulignes, il y a ce soutien régulier des banquiers centraux, là pas encore pour l'instant, mais il y a un effet, une persistance rétinienne, disant on l'a déjà connu, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, même s'il faut faire attention. C'est l'humoriste Alphonse Allais qui disait les poubelles de l'histoire sont remplies des tendances prolongées. J'aime beaucoup cette phrase aussi en tant que financier. Donc attention à ne pas trop prolonger les tendances, mais néanmoins, effectivement, on a toujours quand même
un soutien à un moment donné des banques centrales. C'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, les marchés finissent quand même par rebondir. Mais la question que tout le monde se posait aussi ici, c'est que Jérôme Powell, pour pouvoir baisser les taux, il ne faut pas qu'il ait trop d'inflation. Le problème, c'est que Donald Trump a un programme très inflationniste, que mettre des droits de douane très élevés, ça crée beaucoup d'inflation. Donc beaucoup de gens se disaient, bon, bah finalement, ah non, pas trop finalement. Pas forcément. Ah ouais, pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on se dit... c'est pas ça l'inflation. L'inflation, c'est pas un choc de prix. L'inflation, c'est une boucle prix-salaire. Si demain, le gouvernement français... Je vais appeler Jean-Marc Daniel là, pour les non, mais c'est exactement ça. Si demain, le gouvernement français décide d'augmenter la TVA de 3 points, d'accord, on aura 3 points d'augmentation des prix, 3 points général. On n'appelle pas ça de l'inflation, on appelle ça un choc de prix. Si derrière, il y a des contraintes sur les facteurs de production qui alimentent par conséquent le coût du travail, donc les salaires, donc il y a une espèce de boucle salaire qui s'auto-alimente. Donc en fait, les droits de douane, c'est un one-off, les prix augmentent d'un coup, c'est plutôt une ponction sur le pouvoir d'achat, et donc c'est plutôt un effet récessif qu'un effet inflationniste. D'accord, et donc pour conclure cette question, sur la bourse américaine de manière générale, est-ce qu'aujourd'hui, sans parler des histoires, est-ce que c'est connecté à la réalité économique, etc., pour un investisseur aujourd'hui, est-ce qu'il peut commencer à re-rentrer dans la bourse américaine, ou alors elle est trop élevée par rapport à ce qui risque de se passer par la suite. Elle n'est jamais trop élevée. Ah ouais ? Non, en fait, c'est une capacité de... Est-ce qu'on croit que les entreprises qui sont cotées sur cette bourse américaine sont toujours capables de créer de la valeur, même à ce prix-là ? Si la réponse, effectivement, si on est convaincu que non, il ne faut certainement pas y aller. Moi, je suis convaincu que oui. Après, est-ce qu'on va avoir les mêmes taux de rendement que ce qu'on a eu dans les 5-6 dernières années ? Probablement pas. Probablement pas, parce qu'effectivement, on est en train de peser sur les coûts de l'économie mondiale, on est en train de peser sur l'environnement en général, qui va pas revenir à un environnement totalement normalisé. Donc effectivement, on va probablement pas avoir les taux de rendement stratosphériques de 15-20% par an, voire plus, qu'on a pu avoir ces dernières années. Néanmoins, est-ce que l'économie sera capable de créer de la valeur malgré tout et de s'adapter ? Elle a toujours montré sa capacité de rebond, et je continue à y croire, ouais. Wilfried reste positif sur la bourse américaine. Louis, toi ? Alors, moi, je crois que de toute manière, il faut arrêter d'attendre les trains. C'est-à-dire que les gens qui se disent « je vais trouver le bon point, le bon endroit », en fait, il y a deux logiques pour moi qui président à l'investissement en bourse. La première, c'est qu'il faut investir l'épargne très, très longue. Autrement dit, l'épargne dont on n'aura jamais besoin que éventuellement à sa retraite. Ça, c'est une première logique, parce que même si on dit j'ai 5 ans devant moi, c'est souvent ce qui est recommandé dans les prospectus, qu'est-ce qui se passe si le terme des 5 ans, c'est fin 2008 ? Voilà. Donc en fait, il faut investir en bourse l'argent dont on n'a pas besoin, parce que justement, on s'insularise de la volatilité des marchés. Donc ça, c'est la première chose. Et par conséquent, il faut investir de manière étalonnée, pas essayer d'être le plus malin. Même Wilfried et moi ici, qui bossons sur ces secteurs depuis des années, on ne peut pas faire de prédiction. Donc par conséquent, il faut prendre une part de son épargne que l'on destine effectivement à cet actif qui est celui qui apporte le plus gros rendement. Il faut s'en souvenir, c'est mieux que l'immobilier. Plus gros rendement, avoir un horizon extrêmement long et lisser son point d'entrée en rentrant progressivement. Point barre. Le reste, c'est de la littérature. Pour savoir ce qu'est un horizon d'investissement extrêmement long, et on finira là-dessus sur cette question, je fais appel un petit peu d'expérience tous les deux. Est-ce que si on se dit, voilà, si je suis au moins à 10 ans, quand les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais quand on regarde un petit peu l'historique de la bourse en général, la pire crise, elle a pas mis plus de 10 ans à passer sur les marchés. Si. Est-ce que c'est vrai ? Ou alors, est-ce que si on est... Non, t'es pas d'accord, Wilfried ? En fait, si on veut être absolument certain dans l'histoire, malheureusement, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est 30 ans. 30 ans. En fait, c'est-à-dire que celui qui a investi, par exemple, en 1929 au sommet de la bourse, il a dû attendre 1959 pour récupérer, parce qu'il s'est pris à la fois, pas de chance, il s'est pris à la fois la crise de 29 et la guerre mondiale. Bon, c'est vrai que là, dans ce cas-là, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais voilà, pareil pour la bourse japonaise. La bourse japonaise, le pic c'est 1989. Il a fallu attendre 30 ans pour que ça revienne. Mais effectivement, tu as raison. En général, dans 95% du temps, ce qui est normalement l'intervalle statistique qu'on considère, normalement l'intervalle statistique de confiance c'est 95% du temps, effectivement 10 ans on est tranquille. Mais il faut savoir qu'il y a des exceptions à cette règle, et en particulier en fonction des cycles économiques, il peut y avoir des exceptions à cette règle. Donc
rien n'est jamais totalement certain. Il faut jamais considérer qu'en fait, il y a une certitude absolue, sauf effectivement quelqu'un, comme les fonds, c'est la force de l'économie américaine. Les fonds de dotation, par exemple, des universités américaines ou les fonds de pension, sont investis depuis 50, 60, 70, 100 ans. Et donc, effectivement, là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un horizon, normalement, d'investisseurs particuliers. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de dire, voilà, qu'est-ce que je peux perdre ? Mais néanmoins, même si j'ai 10 ans devant moi, il y a une petite probabilité, donc je ne suis pas totalement certain. Il n'y a aucune certitude de ne pas perdre d'argent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous n'investissez pas dans les actions, avec l'érosion monétaire, vous êtes sûr de perdre de l'argent. Voilà. C'est clair que stocker de l'argent qui dort sur son compte en banque, voilà, on perd de l'argent de minute en minute. Exactement. Pour finir, dernière question de Mathéo. On a eu un nouveau pape la semaine dernière. Est-ce que le pape, effectivement, tout le monde en parle, on en parle sur la planète entière, est-ce que le pape peut avoir un impact, de près ou de loin, sur les marchés financiers ? Wilfried. Alors, il est très rare qu'un pape ait un impact. La dernière fois qu'on a eu véritablement un impact sur la géopolitique et donc sur les marchés financiers, c'était Jean-Paul II, qui effectivement a contribué à la chute du mur de Berlin et à l'extraordinaire envolée après des marchés financiers, parce qu'on a eu d'un seul coup un monde qui s'est totalement ouvert et des murs qui sont tombés. La planète, comme le disait un analyste, est devenue plate. Et donc économiquement. Et donc effectivement, ça a beaucoup changé. Pour le reste, le pape fait partie du climat général. Et donc effectivement, si on avait eu beaucoup de dissensions au sein de l'Église, on sait qu'on a énormément de tensions entre, sur plein de sujets liés effectivement à l'histoire de l'Église, liés à différentes approches au sein de cette Église. Si effectivement on avait eu des tensions très fortes, ça n'aurait pas été bon pour le climat général, sans nécessairement avoir un impact sur les marchés. Là, le fait qu'on en ait un très vite, avec un véritable consensus salué de la part de toutes les obédiences en fait, au sein de l'Église, ça contribue à un apaisement généralisé. Compte tenu du contexte dans lequel on vit, un apaisement généralisé, moi je crache pas dessus. Ça va pas avoir un impact direct, mais tant qu'à faire, c'est plutôt pas mal. D'accord, donc plutôt une bonne chose quand même. Alors, ce que tu dis, c'est que ça se regarde pas directement. Non. Voilà, il n'y a pas à scruter, mais quand même, ça peut avoir un impact Et puis pour beaucoup, ça peut apporter de la sérénité. Et la sérénité, c'est important. Même si mon patron Guillaume Dard avait coutume de dire à quelqu'un qui lui souhaitait de la sérénité pour la nouvelle année, si tu veux de la sérénité, change de métier. Louis de Montalembert, t'as un avis là-dessus Moi, je suis un peu tenté de renvoyer à l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme et de dire que le catholicisme est loin des logiques capitalistes et que ça n'a absolument aucun impact sur l'économie. Non, mais même sans parler de religion, je parlais peut-être du personnage, quoi. C'est vrai que tout le monde en parle et tout, donc voilà. Non, pas spécialement, quoi. Tu regardes pas ça, c'est pas quelque chose que tu scrutes. Il regarde pas les papistes. Non. Les ultramontains, ça n'a jamais été son truc. Il a toujours été plutôt dans l'orléanisme libéral. Bon, on va tout de suite écouter un autre vocal, un message qu'on a reçu de Lou qui nous a laissé un message. On va l'écouter tout de suite. Allô la martingale. Alors côté géopolitique, j'ai vu que ça bougeait pas mal, notamment du côté de l'Inde ou même si on peut parler de la Russie tout simplement et de l'Amérique latine. Donc je me demandais par rapport aux pays émergents s'il y avait des zones à privilégier au niveau de l'investissement ou même d'autres à éviter. Deuxième petite question, là ça concerne plutôt la tech, donc il y a beaucoup de mouvements en ce moment même sur le quantique, et je me demandais si par rapport à la tech, Nvidia et l'IA en général, il n'y a pas une bulle ou s'il y a des choses qu'il faudrait privilégier. Et en Chine, on se pose aussi des questions sur le développement rapide de l'IA avec DeepSeek, et est-ce que c'est un vrai challenger pour les pays occidentaux, donc l'Europe ou les États-Unis. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lou, pour ta question. Bon, deux grandes questions. La première, c'est, qui a quand même un lien un petit peu avec ce dont on a commencé à parler. Dans la première question, on parlait des tarifs, mais même au-delà des tarifs, on voit que sur la géopolitique, ça continue à pas mal bouger. On voit qu'il y a un grand remaniement du monde, qu'il y a un remaniement des cartes. Cette question, si je peux me permettre de la reformuler, Lou, en gros, c'est, dans toute cette situation-là, quels seront les grands gagnants et les grands perdants, s'il y en a? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'identifier quand même un petit peu les zones, si on parle dans le monde? Quelles zones, Wilfried, pourraient sortir, commençons par les gagnants, entre guillemets, quelles zones pourraient ressortir grandies de ce qui se passe aujourd'hui?
c'est effectivement très difficile à anticiper. Ce qu'on voit quand même, c'est que dans l'approche ce que certains ont qualifié d'économie de l'extorsion de Donald Trump, l'Amérique latine semble à peu près préservée. C'est-à-dire qu'il fait attention un peu à la façon d'un Theodore Roosevelt au début du 19e siècle, pour lequel il s'inspire un peu quand même, de ne pas taper trop son arrière-cour. Et on voit que même s'il a eu des mots très durs vis-à-vis du Mexique, ça s'est calmé assez rapidement, et que les pays d'Amérique latine ne sont pas du tout dans son viseur. Et donc c'est une zone qui me paraît, en tout cas, si on veut s'extraire un peu de cette logique un peu stressante de stop and go ou de taco trade, comme on disait tout à l'heure, sur la logique tarifaire, c'est une zone qui me paraît effectivement assez intéressante. Après, il faut s'intéresser aux zones qui, effectivement, sont des zones structurellement en croissance. Et il y aura toujours des risques. La géopolitique ne s'arrête jamais. Il y a toujours des risques géopolitiques. Et une des grandes règles dans les investissements, c'est qu'il ne faut jamais bâtir son portefeuille sur des scénarios géopolitiques, parce que c'est beaucoup trop incertain et on n'en sait rien. Donc après, vous regardez effectivement les croissances. La croissance en Asie est absolument formidable. Lou le soulignait, il y a des choses en termes économiques qui sont très intéressantes en Chine sur la partie technologique. Moi, je suis méfiant stratégiquement en Chine à cause... Tu le connais, je vais te le répéter, mais du fameux premier principe de Xi Jinping inscrit dans la Constitution. Je le rappelle pour nos auditeurs. Il faut bien l'avoir en tête pour ceux qui veulent être investis long terme sur le marché chinois. Assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Je l'ai bien répété, assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Donc, investir sur ce marché-là, d'un point de vue tactique, parce que là, c'est pas très cher et il y a des opportunités technologiques, oui, c'est sans doute. Franchement, il y a franchement des choses intéressantes à faire. Être investi à très long terme là-dessus, attention, soit on a confiance dans le Parti communiste chinois, c'est pas mon cas. Si c'est pas le cas, il faut savoir prendre ses profits une fois qu'on a atteint ses objectifs. Bon, ok. Louis, question simple, mais réponse certainement un peu plus complexe. Est-ce qu'il y a des zones géographiques aujourd'hui? Alors évidemment, on ne fait pas un conseil en investissement direct, on est juste là pour vous donner une sorte de big picture, entre guillemets, de carte globale, et de voir un petit peu aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce qu'il y a des zones un petit peu où il faut plutôt privilégier ces investissements parce qu'il va y avoir un potentiel intéressant derrière, ou alors est-ce qu'au contraire, pour toi, il y a des zones aussi à éviter aujourd'hui? Alors, moi, déjà, je pense qu'il n'y a absolument aucun gagnant à la destruction de l'architecture de sécurité telle qu'elle a été bâtie en 1945, qui menait à ce que Montesquieu appelait le doux commerce, donc la capacité d'étendre la puissance économique de chacun à due concurrence de sa participation au commerce. Donc, il n'y a aucun gagnant. Il ne faut pas aller chercher un gagnant, d'autant qu'on est avec les Américains dans un capitalisme, enfin avec Trump, dans un capitalisme de finitude. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'association pour gagner ensemble, mais on est dans la logique de ce que je gagne, tu le perds, et ce que je perds, tu le gagnes. Donc ça, c'est la logique trumpienne. Et dans la logique des empires, entre la Russie, maintenant les États-Unis, qui étaient porteurs justement d'une autre vision que la vision impériale, et la Chine, qui est probablement la moins impériale, mais qui essaie de contrer les visées impérialistes des autres par ses propres visées impérialistes. Et donc, il n'y a aucun gagnant dans une telle architecture. On peut penser que l'Inde perdra moins parce qu'elle peut se substituer à certains égards pour un temps, peut-être, même si on peut douter des savoir-faire en interne, se substituer en partie à la Chine. Alors, je rebondis là-dessus sur l'Inde, parce que l'Inde, c'est vrai qu'on en a parlé ici. Il y a certaines personnes qui disaient je trouve ça intéressant, parce que c'était une sorte, à un moment, au moment où c'était vraiment le bazar avec les droits de douane qui ont été annoncés. C'est vrai que l'Inde apparaissait un petit peu comme une valeur refuge, qu'elle a non seulement pas baissé autant que les autres, mais surtout pas baissé, voire même augmenté. Il y a des gens qui sont allés sur l'Inde qui ont vu en l'Inde une valeur refuge. Oui, mais ça, c'est des réflexes un peu pavloviens. Après, tu penses que c'est court terme, du coup? Il faut étudier. Ça. Non, je pense que c'est plus complexe que ça. En fait, je pense que l'Inde est une zone géographique qui est incroyablement intéressante. Mais pour autant, on ne découvre pas l'Inde aujourd'hui. Narendra Modi a fait beaucoup de mesures économiques extrêmement favorables au capitalisme, parce qu'il faut se souvenir que l'Inde, c'était presque une économie en autosuffisance. Enfin, c'était un peu ce que visaient les gouvernements précédents. Et donc,
le pays s'est ouvert et puis aujourd'hui, il y a une espèce de dérive autocratique. Alors on peut espérer que les dernières élections qui n'ont pas donné une majorité absolue à Narendra Modi réduisent un petit peu l'impact de cette espèce de nationalisme hindou dans un des plus gros pays musulmans du monde quand même, puisque il y a 200 millions de musulmans en Inde, ça en fait un des plus gros pays musulmans. Donc, il y a quand même des risques, il y a des carences en investissement d'infrastructures. Donc, il ne faut pas voir en l'Inde le contrepoids immédiat à la Chine dans la logique d'aujourd'hui. Mais c'est évidemment une zone extrêmement intéressante en termes d'investissement. Quant à la Chine, moi, je suis totalement aligné avec Wilfried. En fait, il faut comprendre qu'il y a eu un changement fondamental en Chine il y a plusieurs années de ça, c'est que avant c'était une dictature sans dictateur, c'est-à-dire que les présidents de la République et patrons du Parti communiste chinois devaient changer, donc les élites étaient renouvelées tous les 10 ans de manière obligatoire, et finalement la logique prédominante c'était celle de Deng Xiaoping qui avait énoncé peu importe la couleur du chat pour autant qu'il attrape les souris. Donc on était tous là à se dire bon, finalement le contrat social c'est tant qu'il y a une efficacité économique, et ben à ce moment-là, le peuple ne se mêle pas de politique et laisse au Parti communiste le pouvoir. Et donc, dans ce contrat-là, finalement, le capitalisme était, ou ce qu'on appelait le socialisme, la version chinoise du socialisme, était ce qui avait de plus efficace pour conduire ce contrat social. Avec Xi Jinping, en fait, on a complètement changé de logique. On a maintenant une dictature avec un dictateur. Donc, ça veut dire que les rouages du pouvoir sont encalminés en quelque sorte à la décision d'un homme. Donc, on a pu voir un moment des usines électriques s'arrêter parce qu'il fallait absolument satisfaire des quotas d'émissions carbone qui avaient été émis par le sommet. Donc, on se pose plus, il y a plus de flexibilité dans le système pour que l'économie soit optimisée. Et puis, une affirmation, comme l'a dit Wilfried, de Xi Jinping, du communisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a besoin du secteur privé. C'est un peu la NEP de Lénine dans les années 20. C'est « j'ai besoin du secteur privé à un moment donné pour que ça fonctionne, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas l'avenir. L'avenir, c'est que c'est des secteurs d'État. Ça appartiendra. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je la laisse se développer auprès de groupes qui ont l'air privés, mais dans lesquels je mets des comités du Parti communiste de plus en plus proches de la direction. Et donc, ça s'appelle la gouvernance. Bon, donc là, pour vous deux, si je comprends bien, on a des marchés qui sont sous-valorisés en Chine, donc techniquement qui sont intéressants. Ouais. Peut-être. Mais il y a un risque politique pour vous deux qui est trop fort, donc vous n'iriez pas forcément. Tactiquement, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes à faire à court terme, mais comme je dis, dans ce cas-là, il faut véritablement se fixer à la fois une perte maximale, un objectif de gain, et sortir après cet objectif de gain. Pas rester, comme on le disait tout à l'heure avec Louis, à horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans sur ces marchés-là. Ça me paraît, en tout cas de mon point de vue, trop risqué, compte tenu de l'orientation politique chinoise. Donc la Chine, oui, mais à surveiller comme le lait sur le feu, quoi. Exactement. Voilà, si moi, non, parce que je même à court terme. Oui, parce que moi, je cherche les investissements que j'ai envie de garder toute ma vie. C'est une autre logique. Je ne suis pas tactique, moi, je suis vraiment stratégique. Donc, non, mais c'est intéressant aussi. C'est pas de l'allocation stratégique. Ok, donc là, la Chine, dans les émergents, non. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres zones, dans le monde qui pourraient être intéressantes selon vous ? Voilà, je résume. Les États-Unis, vous deux, oui, vous êtes positifs. Alors, il n'y aura pas forcément les mêmes performances que ces dernières années, mais oui, vous êtes positifs. La Chine, pour Wilfried, c'est non à long terme, oui à court terme. Toi, c'est non tout court. Est-ce qu'il y a d'autres zones intéressantes ? On va parler de l'Europe après. On va parler de l'Europe juste après. Au-delà de l'Europe, est-ce que vous voyez d'autres zones, là, juste géographiquement parlant, qui pourraient être intéressantes dans ce contexte, qui pourraient sortir du lot ? Déjà, là, en fait, il faut bien voir que pour faire de la performance sur les marchés, il faut se poser la question en termes de grande masse. Alors effectivement, on peut regarder des marchés un peu hyper pointus sur le Moyen-Orient, sur certaines zones d'Asie extrêmement émergentes. Et c'est pas avec ça qu'on va faire en fait de la performance sur une allocation d'actifs, sur un patrimoine. Donc ça me paraît un peu vain en fait. C'est-à-dire que oui, on peut s'amuser sur un certain nombre de marchés, mais d'abord il faut bien les connaître. C'est toujours très compliqué parce qu'il faut regarder, et je reviens sur ce que je disais, les marchés ne sont pas le reflet d'une économie.
Donc il faut regarder les valeurs qui sont cotées, comment est-ce qu'elles sont gérées. Donc il faut quand même probablement se miser sur des gérants qui connaissent très bien. Il faut connaître ces gérants-là. Ça me paraît quand même très pointu. Focalisons-nous d'abord sur les grands secteurs, les grandes zones Amérique, Europe, éventuellement un peu Asie ou Amérique latine. Le reste, ça me paraît un peu trop pointu aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est trop pointu. Voilà. Oui, puis quand on regarde les grandes masses, je crois que les US, c'est 70% du MSCI World, de l'indice mondial. Après, c'est quoi? C'est 25% l'Europe et puis 5% le reste. Donc, à moins qu'on ait une conviction dingue sur le Vietnam, parce qu'on connaît très bien, ce qui n'est pas mon cas, le cas de personne autour de la table. Après, il y a peut-être le Japon, dont on dit beaucoup qu'ils ont purgé un certain nombre d'excès des 2 décennies passées ou 3 décennies passées, et que c'est pas cher, mais bon, qu'est-ce qu'on en sait? Bon, deuxième partie de la question de Lou, c'est la thématique. Lou nous parlait de tech et d'IA, donc je me tourne vers toi, Louis. Le spécialiste. On attend ton avis aussi, mais c'est vrai que voilà. Louis, c'est le spécialiste. Bon, question qu'on a dû poser 150 fois, mais pour la tech et l'IA aujourd'hui, est-ce qu'il y a une bulle? Est-ce que et là qu'on rentre pas forcément, parce il va falloir, on a encore quelques questions, il faut qu'on avance assez vite sur ce point-là, mais on va pas parler de la réalité de l'économie, etc. Là, juste du point de vue de l'investisseur, sur les marchés, les boîtes tech et IA, est-ce qu'elles sont survalorisées aujourd'hui? Alors, il y a une question autour, si je répartis la tech dans ce que j'appelle le hardware et le software, et notamment sur l'IA générative, il y a une question sur le hardware, parce que c'est très dur à mesurer. On sait qu'aujourd'hui, dans l'IA, il y a eu à peu près 500 milliards de dollars d'investis, et qu'à horizon 2026, il y aura peut-être une 50aine de milliards de chiffre d'affaires. À l'inverse, quand on regarde le cloud, donc c'est un peu ma spécialité, c'est-à-dire en quelque sorte l'infrastructure qui précède presque l'IA, c'est 140 milliards d'investissements dans l'infrastructure as a service. Et en face, on a à peu près 350 milliards de chiffre d'affaires sur le logiciel. D'accord ? Et en fait, toute l'attention s'est focalisée sur cette phase d'équipement extrêmement violente qui fait qu'il y a des chiffres de NVIDIA qui sont quasiment des chiffres qu'on n'a jamais vus pour une entreprise, ou peut-être si on se souvient de Cisco et Sun Microsystems, sans faire un parallèle douteux au moment de l'équipement d'Internet, au moment des années 2000. Donc c'est des chiffres qui sont stratosphériques, qui fait que tous les portefeuilles se sont orientés vers NVIDIA et son écosystème. Je donne un exemple, c'est un ami qui me parlait d'un ETF vegan, donc sans protéines animales. La première valeur de cet ETF, c'était NVIDIA. Voilà. Donc NVIDIA s'est retrouvé sur 9 des 10 portefeuilles. Et il faut comprendre qu'en bourse... Et la troisième, c'était Tesla, parce qu'ils faisaient du cuir vegan dans les voitures. Ouais. Et la deuxième, c'était Microsoft, je crois. Ouais. Et il faut se souvenir qu'un cours de bourse, c'est la fabrication de l'offre et de la demande. Et donc, quand on a NVIDIA, même si c'est une boîte extraordinaire qui se retrouve dans 9 portefeuilles sur 10, d'où vient l'argent marginal pour faire monter encore un peu plus le cours de bourse? À l'inverse, le logiciel a été totalement délaissé dans les allocations tech. Et je reviens un tout petit peu en arrière. Moi, la première question, et pourquoi est-ce que je me suis spécialisé sur la tech, c'est que, en fait, mon constat, c'est que en France et en Europe, de manière générale, les gérants pensent de manière géographique parce qu'on est des êtres de chair et donc on regarde notre géographie. Donc on investit d'abord en France et puis un peu plus loin, on nous parle de l'Europe, on investit en Europe. Et finalement, la tech, c'est un peu loin, c'est très américain, c'est très... c'est thématique. Donc on pense que c'est un peu de la magie et les gens investissent dans la tech de manière tactique. Moi, je pense que tout est appelé à devenir tech. Toutes les entreprises sont appelées à devenir tech, et d'autant plus avec l'IA générative, et qu'on ne peut pas ne pas avoir de la tech dans un portefeuille. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, il y a une dichotomie, parce que le problème d'une société comme NVIDIA, tout ce qu'on appelle la thématique IA, qui est très pensée à l'aune du hardware, c'est le problème d'un cycle d'investissement. D'accord ? Combien de temps dure un cycle d'investissement ? Comment valorise-t-on des entreprises qui sont cycliques avec un cycle d'investissement qui a un début, un milieu, une fin ? Je suis incapable de te dire combien de temps va durer ce cycle d'investissement, mais je sais qu'il va avoir une fin. D'accord ? Et donc, je trouve ça très délicat d'investir parce que, en fait, quand on pense une entreprise cyclique, normalement, il faut investir quand les multiples sont très élevés parce qu'en fait, ça veut dire que les chiffres sont très bas.
et sortir au contraire quand les multiples s'affaissent. Et donc tout l'argumentaire, parce que ça veut dire que au contraire c'est le moment où on est au pic des ventes, de la profitabilité de l'entreprise. Et là, un investisseur particulier qui veut quand même s'exposer un petit peu à la tech et à Le l'IA, logiciel. c'est un peu dans le même sac. Qu'est-ce qu'il fait là concrètement? Le logiciel. Parce qu'en fait, l'endroit pour monétiser l'IA générative, moi je crois que l'IA générative est la révolution de notre génération. Mais à un moment ou l'autre, il faut la monétiser, d'accord ? Et quand on la monétise, c'est dans les usages quotidiens. C'est pas par l'usage qu'on va faire les uns et les autres de ChatGPT qu'elle va se monétiser. C'est parce qu'il y a les logiciels qui sont finalement jamais qu'une interface homme-machine, le logiciel, d'accord ? Et qu'est-ce qui coûte cher dans l'usage d'un logiciel ? C'est l'homme. Et finalement, l'IA générative, c'est vraiment l'outil qui permet d'automatiser certaines tâches de l'homme. Et donc, il y a une évidence dans le fait que l'IA générative rentre dans le logiciel, renforce son retour sur investissement et donc accroît l'attractivité et la logicialisation du monde. Bon, est-ce qu'il y a une ou deux boîtes de logiciels là que tu regardes un petit peu en ce moment, voilà, pour avoir des noms? C'est pas un conseil d'investissement, mais est-ce qu'il y a des boîtes que tu surveilles un petit peu en ce moment où tu te dis tiens... Moi, je fais plus que les surveiller. Ah oui, Oui, non, moi, c'est carrément mon métier. Donc, il y a deux types de logiciels. Il y a les logiciels d'infrastructure, d'accord, ceux qui font tourner la technologie. Alors, on pense aux bases de données, on pense à des gens comme Snowflake, MongoDB, Elastic. Quand on chope un Uber, il a été trouvé par Elastic dans son voisinage, et dans lequel on met la cybersécurité. Évidemment, la cybersécurité, c'est extrêmement intéressant, c'est central dans la thématique, et pour autant, boursièrement, ça n'a pas été top ces derniers temps. Et puis au-dessus, on a tous les applicatifs. Dans les applicatifs, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est les gens qui craquent une difficulté fonctionnelle dans un métier. Il y a un exemple que j'aime bien citer dans une entreprise qui n'est pas cotée, on ne peut pas investir dedans, mais je trouve conceptuellement est intéressant, c'est Sense. Sense, c'est le cloud, enfin c'est le logiciel pour les lavomatiques. Et on ne peut pas imaginer être plus loin de la tech que quand on parle de lavomatique. Et pour autant, quand on branche un lave-linge au cloud, ça permet à l'opérateur de voir où est-ce qu'il en est de ses maintenances prédictives, de fournir une app à ses clients, un moyen de paiement. Donc en fait, c'est toute la digitalisation de process physiques, un peu comme la signature électronique quand on s'excitait sur DocuSign. C'est extrêmement intéressant. Et dans cette catégorie, tu as des noms un petit peu d'entreprises cotées qui pourraient être intéressantes? Alors, elles sont principalement aux États-Unis, même si il y a une star européenne qui était regardée un peu avec mépris, qui est SAP, mais qui a eu un parcours boursier absolument exceptionnel ces dernières années, parce qu'effectivement, ils sont en train de prendre le train de manière assez favorable du cloud. Sinon, dans les applicatifs métiers, j'aime beaucoup Procore dans la construction, j'aime beaucoup dans la cybersécurité CyberArk ou Snowflake dans les bases de données. Voilà, des entreprises, je ne manque pas de nom. Elastic, dont on parlait tout à l'heure, qui est extrêmement intéressant. Je finis juste sur un truc pour vous dire à quel point toutes les entreprises vont devenir technologiques. Il y a 1 an et demi, j'étais à Nashville pour voir des entreprises dans une conférence, et il y avait une présentation de John Deere. John Deere, c'est les tracteurs, fabricant de tracteurs. Ouais. Voilà. Et John Deere conclut sa présentation en disant nous sommes une entreprise technologique qui, il se trouve, fabrique des tracteurs. Et il y a une vérité dans ce qu'il dit, c'est que en fait, le tracteur est un gros morceau de hardware dans lequel on met de plus en plus de technologies grâce au cloud, qui permet des algorithmes qui permettent d'optimiser la quantité d'intrants, qui permettent d'optimiser le parcours, donc la consommation d'essence, qui permet d'optimiser le jour de passage par rapport à la météo. Quand on craque la data, en fait, on sait que la donnée est devenue l'or noir du 21e siècle, et c'est là qu'on y trouve justement l'IA générative. On comprend que toutes les entreprises deviennent technologiques. Voilà. Ok, bon, écoute, là, on a fait... je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Là. On a fait un beau pavé sur la tech. Merci beaucoup, Louis. Dernière question qu'on prend, c'est la question de Arnaud, qui nous parlait un petit peu de CAC 40. On l'écoute. Bonjour Amaury et toute l'équipe de la Martingale, c'est Arnaud. J'ai un portefeuille qui est actuellement surpondéré sur Vinci, un titre du CAC 40, parce que je possède un PE dans cette entreprise que j'ai quittée maintenant il y a plus de 5 ans. Donc je peux débloquer cette épargne sans condition. Et j'ai compris récemment que je devais vendre ce titre pour rééquilibrer le risque sur mon portefeuille. Ma question, c'est comment faire pour décider de la bonne manière de vendre. Est-ce que je vends tout en une fois
et après je rachète différents ETF en une fois, ou bien est-ce que je vends tout en plusieurs fois et je rachète du coup en plusieurs fois, ou bien encore est-ce que je vends tout en une fois et je rachète également en plusieurs fois, donc sur un temps plus long, ou bien peut-être encore d'autres combinaisons. Donc je suis curieux d'entendre vos différents avis sur cette question. Merci pour votre aide. Merci Arnaud pour ta question. Bon, pour faire ça, voilà, Arnaud a un titre du CAC 40 dans son portefeuille qui en l'occurrence est Vinci. Il veut vendre ce titre pour rééquilibrer un petit peu. Tout simplement, comment est-ce qu'il le vend? Est-ce qu'il vend tout d'un coup? Est-ce qu'il vend par palier? Et puis, qu'est-ce que, si vous aviez des conseils entre guillemets à lui donner pour sa réallocation d'actifs, Wilfried? En fait, le plus rationnel, comme on le disait au début de ce podcast, hein, ce qu'il faut dans le domaine de l'investissement, c'est mettre de la rationalité là où il y a beaucoup d'émotions. Parce que l'argent, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'émotions. L'argent, c'est une histoire. L'argent, c'est de la liberté qu'on se donne ou qu'on se projette d'avoir. Donc c'est pas n'importe quel produit, et c'est tout à fait logique d'avoir des émotions là-dessus. Donc il faut travailler justement sur soi-même pour remettre de la rationalité. Quand on veut faire ce type d'opération, déjà ça veut dire qu'on quitte une logique pour une autre, hein. Il y a une logique qui est celle de la concentration, qui a sa valeur, hein. La logique de la concentration, c'est une logique qui est proche de celle du private equity, hein, du capital investissement, d'investir tout dans une valeur qu'on connaît très bien. Les risques sont beaucoup plus importants, mais parfois les gains peuvent être aussi beaucoup plus importants. Donc c'est une manière que moi je n'écarte pas du tout. Alors c'est pas du tout ce qu'on fait nous chez Montpensier Rebel, hein, pas du tout, mais en tant qu'investisseur, ça peut être une façon d'investir totalement légitime, mais avec là aussi des risques et des bénéfices qui sont très différents. Si on a décidé de changer, il faut le faire justement avec méthode, et donc il faut le faire de façon progressive, hein. Se donner par exemple une échéance avec, on se dit, en 5-6 fois, je dégage de l'argent pour éviter justement les chocs de marché qu'on a régulièrement. Et puis je réinvestis là aussi en 5-6 fois. Il faut se donner toujours des échéances en disant je dois être totalement investi à telle échéance. Et puis la dernière question qui n'est pas posée, mais j'aime répondre à des questions qui ne me sont pas posées, parce que ça me permet d'avoir une réponse évidemment beaucoup plus facile, puisque ce ne sont pas des questions qui me sont posées. C'est effectivement vers quoi est-ce qu'on va? C'est-à-dire que là, j'entends parler d'un ETF CAC 40. Si la logique de diversification va jusqu'au bout, il faut aller peut-être vers plus de diversification en termes de zones géographiques, en termes de secteurs. Louis a magnifiquement parlé du secteur technologique, il y en a d'autres également. Et je pense que là aussi, soit effectivement il fait simple, et dans ce cas-là, il va vers une allocation qui doit être mondiale de ce point de vue-là. Donc à la fois européenne, on est assez favorable à l'Europe en ce moment, mais européenne, américaine, un peu d'émergent, avec aussi une petite pincée de technologie, parce que, comme le soulignait Louis, si je le synthétise, le retour sur capital investi, c'est probablement un des meilleurs secteurs qui existent aujourd'hui. Et donc, effectivement, ne pas se limiter, en tout cas, à l'univers d'origine de sa valeur. C'est-à-dire qu'on a une valeur du CAC 40, on se diversifie sur l'ensemble du CAC. Certes, c'est de la diversification, mais c'est de la diversification étape 1. Il faut aller peut-être vers un petit peu plus, justement, profiter du fait qu'on remet de la rationalité pour dire où est-ce que moi aussi je me sens intéressé par tel ou tel secteur, telle ou telle zone géographique, et ça permet en fait d'avoir quelque chose qui nous ressemble davantage. Pour donc potentiellement aller au-delà du CAC 40. Exactement. Louis, tu as un avis là-dessus? Alors moi, je pense qu'avoir une valeur dans un portefeuille, sauf si on a une conviction énorme, voilà, un avantage informationnel substantiel. Moi, ça m'est arrivé d'être surexposé sur un titre dans mon portefeuille parce que j'avais cet avantage informationnel et cette conviction et le temps pour attendre. Mais si on n'a pas cet avantage informationnel et cette conviction extrêmement puissante, moi, à l'inverse de Wilfried, je dis on vend tout d'un coup, sauf si on a le sentiment qu'on a suffisamment de connaissances pour déceler le fait qu'on est sur un bas sur ce titre pour des raisons X ou Y que l'on connaît. Mais si on ne connaît pas de raisons X ou Y, on n'a aucune raison de penser que ça va aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, je vends tout. D'accord ? Et ensuite, pour revenir à presque la boucle est bouclée au début de notre conversation, on diversifie de manière progressive dans plusieurs secteurs. Effectivement, je suis d'accord avec Wilfried, le CAC 40, c'est une illustration pleine et entière de ce que j'ai dit avant. On ne pense que géographique, on ne pense que proximité, mais l'économie maintenant est globalisée, elle est mondiale, et il faut plutôt penser trend
économique ou grande tendance de développement. Et donc, il faut commencer à penser un petit peu thématique ou bien penser effectivement qualité de gérant, gens à qui on a confiance, à qui on a envie de confier l'argent et qui vont prendre la décision pour soi. Il nous reste très peu de temps. Je vous challenge un peu, du coup. Je voudrais qu'on dise un mot d'Europe. Pour vous, une seule raison en bourse d'aller sur l'Union européenne ou le continent européen. Une raison, là, comme ça, d'y aller ou de ne pas y aller, d'ailleurs. Hein. Voilà, Wilfried. Pourquoi est-ce que tu irais ou tu n'irais pas sur la bourse en Europe? Une raison, le renouveau allemand. Ce qui a plombé l'Europe ces derniers temps, c'est l'absence de locomotive et le fait que la locomotive allemande, cette espèce de mécanique qui était tirée à la fois par le gaz russe, les exportations chinoises et l'ouverture globale sur les marchés extérieurs, c'était effectivement totalement arrêté et on avait l'impression d'avoir un poids mort en fait en Europe alors qu'on avait avant un moteur fantastique. Et on a l'impression que l'Allemagne a véritablement envie de redécoller, a véritablement envie de reprendre des risques, a véritablement envie de retrouver ce rôle de leader. Et rien que pour ça, et pour la stabilité évidemment institutionnelle européenne, mais rien que pour ça, je pense que c'est intéressant de se réintéresser à l'Europe. Tu parles du plan de 500 milliards. Hein, exactement, 500 milliards, plus il y a 500 autres milliards sur la partie effectivement un peu plus long terme sur les infrastructures. Okay. Tout à fait. Louis? Moi, j'irais même un peu plus loin, c'est la conversion de l'Europe, de l'Allemagne à l'Europe, parce qu'en réalité, on a fait face pendant les années Merkel à une Allemagne mercantiliste qui n'en avait rien à faire de l'Europe que de ses propres intérêts. L'élargissement à l'Europe de l'Est était vraiment drivé par l'Allemagne. Et finalement, l'Allemagne avait effectivement un côté économiste avec la Russie et la Chine d'une part, côté atlantiste avec les États-Unis, et l'Europe n'était qu'un outil. Je pense qu'aujourd'hui, Merz a fait une conversion vers l'idée de dire qu'il fallait effectivement une cohérence économique, stratégique et politique de l'Europe. Et donc, c'est très intéressant. Et puis après, on peut se dire, en plus des 500 milliards, que l'Europe, c'est pas très cher, parce qu'on n'en attendait pas grand-chose. Et par conséquent, qu'il y a une opportunité en Europe. Oui, je pense que ce serait une erreur de ne pas être investi aujourd'hui en Europe. Très clair. Il nous reste 3 minutes. 2 questions cash. On va y passer maintenant. Première question cash de chacun. La première, c'est un peu, ceci n'est pas un conseil en investissement, je le précise, c'est un peu votre investissement casino. Vous avez une somme d'argent dont vous n'avez pas besoin, qui n'est pas celle de vos clients. Y a un investissement que vous aimeriez faire, voilà, vous en rêvez parfois, mais vous n'y allez pas parce que c'est trop risqué. Là, on enlève toute notion de risque. Là, si vous aviez un risque à prendre sur un actif aujourd'hui, lequel ce serait, Wilfried? Alors, moi, comme je suis pas un parieur dans le monde financier, en fait, si effectivement, selon ton hypothèse, on trouve un billet de 100 € et puis on se demande ce qu'on en fait. Eh bien, moi, je vais miser sur la victoire de Paris en Ligue des Champions. Et puis, comme hedge, parce que je suis quand même un investisseur, je mise sur le fait qu'il y aura au moins 3 buts marqués dans cette finale de Ligue des Champions. Comme ça, si jamais Paris perd, mais qu'il y a 3 buts de marqués, j'aurais pas tout perdu. Ok, non, mais très clair, ok, très intéressant. Donc là, on est sur du pari sportif. Voilà, okay. dans ce cas, voilà, Okay. je m'écarte de mon univers. Très voilà, clair. et je me fais plaisir. Très bien. Bah, c'est noté. Bah, écoutez, rendez-vous dans le 31 mai. Exactement. On verra. Louis? Game petit, 100 balles, moi je vais faire une bouffe. Mais bon, on va dire une somme un peu plus. Non, mais 10 100 €. Mais là, non, mais on dirait Eric Lewin là. Chez Brunello Cucinelli, t'achètes rien pour 100 €. Oui, c'est ça. Non, mais je dis 100 € parce que je prends l'exemple des billets de 100 €, mais la somme n'est pas importante, c'est le principe. Voilà. Moi, très clairement, les cryptos. Parce que les cryptos, c'est pas un objet d'investissement. Un objet d'investissement, c'est quelque chose dont on peut comprendre les flux futurs. Donc, c'est pas un objet d'investissement. En revanche, c'est une croyance collective. Et en fait, c'est peut-être pas une monnaie, mais comme une monnaie ou même comme l'or, même si l'or, il y a d'autres supports un peu industriels, le Bitcoin est une croyance collective qui est en train de s'engrammer dans la société. Et d'autant plus qu'on s'aperçoit que les banques centrales ont élargi leur bilan de manière peut-être inconsidérée, je ne saurais pas juger, mais tout au moins que la théorie d'Hayek qui consiste à dire que la monnaie est une chose trop importante pour la laisser à la main des banques centrales et peut-être vrai, et qu'il y a
qui a présupposé la création du Bitcoin en 2008. Donc, c'est un truc qui est parti de zéro, qui vaut 100 000 balles aujourd'hui. Si on écoute Cathie Wood, ça vaudra 2,6 millions à horizon, je sais pas, 2032 ou je ne sais quoi. Pas que je crois spécialement en Cathie Wood, mais je me dis, si j'ai une somme d'argent dont je n'ai pas besoin et qui n'était pas dans mes allocations, why not? Ok, donc là tu parles du Bitcoin. Je parle du Bitcoin parce qu'en fait, comme Non, je mais suis du sur Bitcoin ou des cryptos en général, parce Non, que c'est deux trucs différents. En fait, je parle des cryptos de manière générale, mais je me focalise sur le Bitcoin. C'est pas la plus intéressante, mais en fait, c'est la marque la plus reconnue. Et donc, à partir du moment où c'est la marque la plus reconnue, on est dans l'idée d'une croyance collective. Et ben, je choisis Bitcoin. Ouais, mini précision très rapide pour ceux qui nous écoutent. Il y a le Bitcoin qui est une sorte de statut d'or numérique, qui est une sorte de matière première. Elle est reconnue comme ça d'ailleurs aux États-Unis parce que quantité limitée, parce que totalement décentralisée. Après, toutes les autres cryptos, c'est comme plein de petites entreprises cotées en bourse. Donc, c'est des projets où il y a des gens derrière et il y en a des milliers. Et ça, il peut y avoir des très bons projets où on peut gagner beaucoup d'argent, mais il peut aussi y avoir des projets qui sont des scams où il n'y a complètement rien derrière. Donc, ça peut être beaucoup plus volatile. Moi, si j'avais une crypto à détenir vraiment sur le long terme, c'est le Bitcoin. Parce qu'il y a pas mal de raisons pour lesquelles elle pourrait prendre en valeur. En tout cas, tant que les banques centrales continueront à être comme elles sont aujourd'hui, il y a des chances qu'ils continuent à prendre de la valeur. Maintenant, vous êtes sur une île déserte. Vous enterrez un coffre dans le sable. Ce coffre, vous allez le redéterrer, mais dans 10 ans. Qu'est-ce que vous laissez à l'intérieur? Vous pouvez mettre plusieurs actifs. Tu peux mettre plusieurs paris sur le Paris Saint-Germain, Wilfried, si tu veux. Je peux mettre plusieurs actifs. Je pense que je vais, je diversifie en trois. Je vais prendre un fonds sur des valeurs internationales. Ça peut être un ETF, ça peut être autre chose. Je vais avoir un fonds tech confié à un gérant que j'apprécie et qui sait faire. Merci, et qui sait et qui sait gérer les retours sur investissement. Et puis un pari à 10 ans sur les mid-cap européennes qui sont vraiment pas chères. Et si on croit à l'Europe à horizon 10 ans, aujourd'hui avec ces prix-là, je pense qu'il y a des choses à faire si on est capable d'attendre. Voilà. C'est un beau coffre. Voilà. Merci Wilfried. Louis? Moi, je mets Wilfried dans mon coffre. Oh là là. Avec des petits trous pour qu'il Ouais. Merci, c'est sûr, ça fait un peu psychopathe là. Ouais. Non, moi, je mets un truc à 10 ans. Je mets du Nasdaq x2. En fait, c'est un ETF. Ah oui, carrément. Oui, parce qu'en fait... Non, mais ça veut dire quoi x2? Explique. Alors, x2. Ah, je croyais que tu mettais de l'effet de levier. Ou Oui, c'est ça. Mais oui, en fait, c'est ça. Okay, et on peut le mettre sur le PEA, c'est ça qui est magique. En fait, oui, mais ça fait partie des choses un petit peu pas très logiques, mais bon, faut en profiter. Ouais, voilà. Ouais. Disons que mon coffre n'est pas un PEA, mais en fait, qu'est-ce que je vise à dire? Je pense que la tech, en fait, il y a cette phrase de Marc Andreessen qui dit le logiciel va manger le monde. Donc, moi, je crois fondamentalement que la tech, c'est l'économie de demain, que toutes les entreprises vont devenir technologiques. Donc, si je suis sur un horizon long comme celui-là, 10 ans, je mets effectivement de la tech. Je trouve qu'il y a un côté intéressant dans le Nasdaq, même si je suis gérant actif, donc je préfère mettre mon fonds. Mais c'est que finalement, il va recracher, c'est le Nasdaq 100, hein, c'est les 100 plus grosses valeurs de la tech. Il va recracher les trucs foireux. Et puis, il va faire rentrer les trucs qui ont du succès. On n'a pas à se poser la question de savoir est-ce qu'il faut avoir du NVIDIA. C'est lui qui décide automatiquement. Ça va s'autoréguler, quoi. Voilà, c'est un ETF. Ça n'est pas un plaidoyer pour la gestion passive parce que je crois vraiment à la gestion active. Et je pense notamment que dans la tech, on pourra faire mieux dans les 10 ans que le Nasdaq. Mais je trouve qu'il y a un truc dans le PEA, mettre du Nasdaq x2, c'est avoir des boîtes américaines. Et le Nasdaq, finalement, c'est quoi? C'est 13% par an sur les 30 dernières années. Donc, le Nasdaq x2, c'est 25-26 par an sur les 30 dernières années. Pourquoi est-ce que ça changerait dans les 10 années qui viennent ou les 20 années qui viennent? J'ai pas de signal. Donc, si c'est le coffre-fort, je fous ça là-dedans avec Wilfried. Et là, on est bien. Et là, on est bien. Et on est pas mal. Super. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Louis de Montalembert, gérant senior chez Sony Asset Management et aussi gérant du fonds donc Sam Cloud Révolution. Merci beaucoup, Wilfried Galland, d'avoir été avec nous, directeur stratégiste et directeur général associé de Montpensier Arbevel, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel.
Merci de nous avoir suivis. Envoyez-nous vos questions pour toutes les prochaines émissions sur le WhatsApp qui est dispo un petit peu partout sur les réseaux de la Martingale, sur le site. Et puis surtout, prenez le contrôle de votre argent.